modération, ça va être aussi évidemment autour de la démocratie, puis de la transparence, bien sûr. Je veux bien, si c'est possible, d'avoir l'écran. Voilà, donc pour vous donner un petit exemple, quand on prend l'avion pour Malte, on a ce genre de truc. Je scanne en direct. Voilà, c'est pas souvent qu'on a ce genre de publicité dans l'avion. Il y en a plein comme ça, hein, c'est bourré de publicités comme ça. Je vais vous montrer d'autres. Hein. Ça, c'est pour montrer que c'est pas du flanc, que ça n'a pas été, je le fais en direct. Ça, c'est Air Malta, c'est le magazine. Super bien, on apprend des tas de trucs sur Malte. Je vais montrer une autre, je crois que je vais mettre à l'envers. Voilà, une autre carrière. Voilà, ça, c'est l'autre fonds de commerce en ce moment de Malte, c'est les casinos, notamment les casinos en ligne. Voilà, Casino Malta, on s'éclate. Et bon, donc c'est le premier truc que j'ai lu dans l'avion. Quelqu'un qui m'a gentiment noté les pages. Voilà. Je vais y aller un peu brutalement. Donc par exemple, on a aussi ce type d'article où on nous explique un petit peu là que voilà, Sotheby's qui vient de s'installer à Malte pour développer de la blockchain. Voilà, je montre encore une petite dernière. Voilà, donc blockchain qui va tout changer sur l'économie maltaise. Bon alors, peut-être 2-3 précisions avant toute chose. Nous, on n'est pas dans la blockchain ou le bitcoin. On a un collectif d'artistes où on fait des enquêtes. C'est pas que ça nous intéresse pas la blockchain, mais voilà, on n'est pas spécialisé particulièrement dedans. On reste curieux, hein, ça fait longtemps qu'on regarde. On avait organisé une des premières conférences à Paris avec Afro qui était venu et Dindi Jaromil que j'ai revu à Amsterdam la semaine dernière et Henrik Duran. On avait une conception assez large de ce que peuvent être les crypto-monnaies. Et puis effectivement, quand on nous a demandé un petit peu d'aller faire cette enquête, on ne partait pas du tout pour enquêter là-dessus à Malte, hein, je pense qu'on était parti sur d'autres trucs. Et puis on nous a demandé, dans le cadre de cette conférence, de venir faire une sorte de compte-rendu sur l'activité, la crypto-activité maltaise. Et donc ça commence cash, comme je vous l'ai montré dans l'avion, hein, avec cette espèce de vernis de respectabilité. C'est très clean, c'est très propre. Et vous allez voir, on va faire un petit détour là par des tas de boîtes très propres sur elles. Alors, Blockchain Island, ça vient d'où? Je ne résiste pas à vous montrer cette magnifique vidéo. Alors, c'est le début. Alors, attends, le temps que ça arrive. Il y a un décalage. Ouais, j'arrive pas à passer au-dessus. Voilà. Ok. Attention. Bon, ça bloque un peu. Bon, bref, de toute façon, c'est pas très important. C'est pour vous montrer qu'en fait, il y a eu une conférence où le Premier ministre de Malte, devant les Nations Unies, a proclamé lui-même ce nom. Donc je ne sais pas d'où vient le nom exact avant, mais c'est pas très important parce que c'est une appellation finalement que l'île s'est accaparée complètement, hein, et sur laquelle elle est en train de faire un branding d'enfer. Cette vidéo elle est en ligne, vous pouvez la voir. Donc là par exemple c'est Blockchain Island, c'était publié sur un site de crypto freaks ou de crypto je sais pas quoi. C'est un petit reportage qui dure 12 minutes avec tous les mots-clés, tous les éléments de langage, ce qu'on appelle le PR, le Public Relation en anglais, ou la propagande, hein, selon Edward Bernays, dont on va beaucoup parler ce soir, parce que c'est à peu près que de ça dont il s'agit. Beaucoup, en tout cas, il s'agit beaucoup de ça. Et donc cette vidéo, elle concentre tous les éléments vous pouvez avoir besoin pour comprendre à peu près le branding que fait Malte en ce moment sur le... Voilà, donc c'est un peu dommage, je ne peux pas vous montrer le petit extrait, c'est quand même stupide. J'ai quand même annoté quelques petites à 2 minutes 55 qui disent on ne peut pas attendre demain, il faut le faire tout de suite. Voilà, ça c'est le ministre de l'économie maltaise qui dit ça. Après 2001, il y a un spécialiste des crypto-monnaies qui s'appelle McAfee et qui dit sur le long terme, ça n'a aucun sens.
de faire des lois à Malte sur la blockchain, parce que, grosso modo, le but originel de cet objet technique, c'est finalement de faire tomber les lois. Et donc il pose cette question, qu'est-ce que ça veut dire d'être aujourd'hui un ami de la crypto, que cette île soit un ami de la crypto? Je me suis dit, c'est une bonne question, on va essayer d'y répondre. À 5,58, ils nous disent Malte était à l'avant-garde de toutes les régulations de ces dernières 15-20 dernières années, et ça, j'ai ramené avec moi plein de documents pour l'étayer, pour étayer cette thèse. À 7,33, là, c'est la présidente de Malte qui nous dit c'est pas à propos du business, c'est une révolution pour l'humanité. Là, on est carrément dans le délire, on va dire, salvateur. Et puis après, bon, il y a d'autres petites phrases. Je m'excuse pour cette interruption. Je vais revenir sur mon scanner. Donc ce qui est important là-dedans, c'est, j'ai essayé de collectionner un peu toutes ces espèces d'éléments de langage, tous ces petits mots comme ça qui reviennent. À la fin, je ferai un petit... Mais je vais d'abord faire un petit détour par la législation qui s'est mise en place, parce qu'en fait, tout tourne autour d'une loi, pas d'une loi, plutôt d'un corpus de lois, 3 lois. Il y en a 3 différentes. Et donc l'île se targue d'être la première législation, la première juridiction qui offre un cadre légal pour cette économie de la blockchain. Dixit les mots donc, du ministre assistant des services financiers, Silvo Chenbry. Effectivement, le 4 juillet, ils ont voté une loi qui est passée effective le 1er novembre. Le 1er novembre, donc nous on est arrivé à peu près aux alentours du 12 novembre. On était vraiment au début du truc. On a manqué le Blockchain Summit parce qu'ils ont organisé un gros événement avec des tas de gens très intéressants qui viennent parler de la crypto, comment ça va sauver le monde, avec le Premier ministre de l'île, etc. Donc c'est plein de gens super bien. Il y a tous les responsables des cabinets d'audit de l'île, KPMG, Ernst & Young, Deloitte et PricewaterhouseCoopers, pour les citer, les Big Four. Donc tout le monde est là, c'est une ambiance hyper friendly, ça se tape sur l'épaule, on va tous sauver le monde tous ensemble. Grâce à ce corpus de loi qui vient de tomber. Bon, c'est pas exactement la première régulation, la première tentative de régulation. Il y en a eu d'autres avant. Il y a eu Gibraltar en janvier 2018. Il y a eu le Wyoming en mars 2018. Il y a eu la Suisse en septembre 2017 là, qui a essayé de réguler donc ce qu'on appelle les ICO, qui est une espèce de palliatif. Ça sera assez marrant aussi parce que c'est pompé entièrement sur les IPO, les Initial Public Offering. Donc c'est toujours marrant, c'est une espèce de transition. Et puis il y a eu aussi donc la Suisse, je l'ai dit, et j'ai trouvé ça dans le petit bouquin de Primavera, le Delaware aussi. Delaware qui est bien connu aussi pour être une plateforme de transparence totale. Voilà, donc là je l'ai trouvé, c'était depuis 2017. Voilà. Même si c'est évidemment pas le même type de cadre légal. Mais en même temps, on peut c'est la loi qui autorise, qui va tisser un petit peu là, ce cadre légal. Donc on ne parle plus de blockchain, on ne parle plus de crypto-monnaie, c'est des VFA. Voilà. On change le nom, on transforme le nom de manière que ce soit un peu plus clean, parce que crypto-monnaie, ça fait un peu trop dealer, Silk Road, c'est mal connoté. Donc on passe un peu la blanchisseuse, et puis Malte, en blanchisseuse, ils s'y connaissent. Après, on va donc consacrer une autorité, ça c'est avec donc un acte qui s'appelle le MDIA, le MDIA, le Malta Digital Innovation Authority. Donc on crée une autorité qui va superviser tout ça, histoire que ce soit bien régulé, que ça rentre dans le cadre européen. Et puis après, il y a un dernier acte qui s'appelle le Innovative Technology Arrangement and Service Act. Ça, c'est le corpus légal. Et donc, grâce à ces 3 lois qui viennent de passer, on a un cadre légal qui va permettre de faire fleurir cet écosystème. Il y a plusieurs lois qui sont en préparation. Il y en a une sur les DAO. Et il y a une banque aussi. Ils prévoient de faire une banque. Donc les DAO, ça va passer dans l'année. Et la banque, c'est pour bientôt.
Et puis c'est accompagné par tout un réseau de partenaires. Alors déjà pour montrer que c'est quelque chose qui est conséquent, hein, on fait la promotion. Donc c'est dommage, j'ai tout ça dans mes... Je vais essayer de scanner un peu plus rapidement. Parce que j'ai ramené donc cette super publication là. Voilà, ça c'est le... Ça, c'est une copie que j'ai fait de l'édition spéciale du Time of Malta, donc c'est le journal national de voilà, le programme du Blockchain Summit. Hein, donc il est en intégralité. Et alors ça, c'est gentiment, c'est la librairie de la Banque centrale de Malte qui nous a filé les copies. Ils sont hyper sympas. Et à l'intérieur, voilà, il y a tout le discours. Donc je vais essayer de vous scanner des petits morceaux pour vous montrer un peu la teneur comme ça de l'ambiance. Voilà, par exemple, je vais le mettre un peu, je sais pas trop comment. Ça fait un peu roots, hein, comme puis à l'envers en plus, hein. Vraiment trop nul, quoi. C'est pas grave. Alors je sais pas si vous connaissez, là, bon, l'image est un peu à l'envers, mais là il manque la tête. Mais ils ont sorti Sophia le robot, hein, pour convaincre un peu l'assistance. Vous connaissez Sophia le robot, non? Ouais. Donc il y a Sophia qui est venue intervenir, hein, sur la blockchain à Malte, c'est quand même quelque chose. Voilà. Voilà, donc bon, on voit qu'ils ont des perspectives, ça, ils vont après le buzz, hein. C'est pas que du buzz, c'est beyond the buzz. Hein, c'est super sérieux. Et donc, il y a des tas de compagnies qui sont venues s'installer. Alors, il y a Binance, OKX, ZPay, etc. Donc, il y a tout un ensemble de partenaires, tout un écosystème de gens hyper sérieux. Voilà, des talent on board. Hein. Mon Dieu, s'il y a un archiviste dans la salle. Voilà, talent on board, ouais, il y a plein de talents qui sont là. Hein, donc il y a tous ces jeunes talents de la crypto là, qui nous font les marchés de demain. Et donc on est super ravis de savoir qu'ils sont donc accompagnés par ce cadre légal. Voilà. Après, il y a aussi des articles plus critiques. Parce que quand même, c'est un journal d'investigation aussi. Voilà. Donc ils se demandent si c'est pas juste des investissements dans des narratifs. C'est une question qu'on peut se poser, surtout là-bas. Je vous rassure, hein, quand on lit l'article, après on n'a plus de doute, quoi. Et donc, en tout cas, pour renforcer cette narration, hein, officielle, ils rajoutent des tas de partenaires, donc des gens qui viennent s'installer pour dire à quel point c'est attractif, etc., etc. Donc l'attractivité, c'est aussi un des mots-clés qui revient tout le temps, c'est super attractif. L'année prochaine, pour ceux qui ont envie d'aller se faire un petit summit à Malte, hein, vous allez pouvoir voir donc Steve Wozniak, il sera là. Sophia le robot revient. Il y aura Joseph Muscat, donc le Prime Minister. Vinay Gupta, qui est bien connu des gens de la crypto. Puis ils invitent aussi des gens qui ont une parole un peu plus critique, comme Nouriel Roubini, hein, qui est un économiste qui prend position contre les cryptos, donc histoire de montrer qu'il y a quand même de la discussion possible et contradictoire. Donc c'est pas uniquement... Voilà, donc ça c'est un peu pour le petit tour d'horizon. Bon, il y a aussi des ambitions à évidemment se déployer sur tout le secteur de la fintech. Hein. Il ne faudrait pas que ça reste uniquement sur ce cadre-là. Donc il y a des perspectives qui sont balisées. Donc Sophia le robot, elle le montre bien. Il s'intéresse vachement à la citoyenneté des intelligences artificielles. C'est vrai que c'est une question à notre époque de migration qui est cruciale et qui est hyper importante. Donc ça c'est sûr. Et puis en citoyenneté, on va y revenir après un petit peu parce qu'ils s'y connaissent aussi pas mal. Voilà. Et pour entériner le tout, l'argument, c'est de dire on a l'antériorité. Hein, c'est-à-dire qu'on a travaillé depuis 10 ans sur les e-casinos. Je vous ai montré tout à l'heure les super publicités sur les casinos. Effectivement, il y a 10 ans, ils ont mis en place des lois sur des casinos en ligne, hein, qui sont vraiment novatrices, hein, et qui ont permis justement aux Anglais de jouer sur des casinos en ligne, parce que c'est interdit chez eux. Hein, et puis il y a pas mal de citoyens européens, en Allemagne aussi par exemple. Et c'est là qu'on va rentrer un petit peu peut-être dans la... Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai pas fini.
C'est là qu'on va peut-être aussi rentrer un petit peu dans l'ADN de l'île de Malte, hein. Parce que il y a plusieurs histoires sordides, hein, de blanchiment à travers les jeux en ligne. Alors il y a eu un lanceur d'alerte. Là j'ai pas, j'ai peut-être des. Qu'est-ce que j'ai comme document? Ah ouais, j'ai un truc sur le laundering. Hop, on va les mettre. J'espère que c'est à l'endroit. Voilà, parce que le money laundering, c'est un peu la spécialité de l'île, hein, c'est un peu pour ça qu'elle est connue. Alors en Italie, c'est super super connu parce que c'est un peu le bastion avancé de la mafia, notamment à travers ces jeux en ligne. Et il y a donc un lanceur d'alerte, Valérie Atanassov, qui a alerté il n'y a pas très longtemps. Il y a une série d'articles, hein, vous pouvez les retrouver dans Le Monde et puis dans d'autres, où il raconte justement cette stricte régulation qui rentre en conformité avec l'Europe, hein, et où il explique un petit peu. Donc, il dit par exemple, ce sont des cabinets de consultants qui gèrent en réalité le secteur, qui est à menacer la MGA, donc l'autorité de régulation, hein, apparemment qui est une autorité qui est très respectée. Les scellés sont absents ou brisés sur les serveurs d'opérateurs de jeux, alors même que ces scellés sont nécessaires pour agréer les licences. Les serveurs non scellés peuvent donc impliquer des arnaques de joueurs ou du blanchiment d'argent. Voilà, donc il y a eu tout un... Donc en blanchiment, il n'y a évidemment pas que il y a évidemment pas que le blanchiment d'argent, il y a aussi le blanchiment de réputation. Donc c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Il y a une grande opération en blanchisserie. Voilà, donc ici, on voit, hein, ils savent qu'ils ont une réputation merdique, donc ils sont en train d'y travailler, hein. Alors je dis pas que le blockchain ça aide, enfin la blockchain et le secteur des cryptos aide, mais bon, forcément dans une période un peu troublée comme ça aide. Pourquoi c'est troublé? On va faire un petit rappel, hein, rapidement. Malte, je vais faire un rappel historique de Malte en quelques dates, hein. Vous m'excusez, je vais essayer de ne pas pas remonter trop loin. Je vais remonter qu'en 2017 avec les Malta Files, vous avez peut-être entendu parler, hein, qui sont des leaks qui ont été distribués à travers tout l'Internet, puis qui ont été travaillés notamment en France par des journaux comme... alors c'est con parce que j'avais le site Internet. Je refais une tentative, mais ça a pas l'air de marcher. Bref, il y a les Malta Files, alors ça vous pouvez le trouver en ligne facilement. Malta Files, principalement, ça a pointé du doigt en fait différents types de... Il y a eu 3 opérations que ça a pointé. La première, c'est le leasing sur les yachts. Vous avez peut-être entendu parler, c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter de payer des taxes quand on achète un yacht. En fait, on va domicilier on crée une société offshore à Malte qui va donc acheter le bateau, le louer à une autre société offshore, hein, et donc vous, finalement, vous êtes bénéficiaire de ce bateau grâce à vos 2 sociétés. Donc il y a des cabinets spécialisés qui vous créent ces sociétés sur mesure, hein, c'est ce qu'on appelle les sociétés ad hoc. Et à ce moment-là, vous ne payez pas de taxe. Une petite taxe de 5%, mais quand votre yacht vous coûte, je sais pas, 500-600 millions, vous faites quand même un bénéfice assez net. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est quand même que grâce à ces sociétés, votre équipage est soumis à la loi maltaise et donc il n'y a pas les mêmes conditions de travail, par exemple, qu'une société en France, ou ce genre de choses. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. La deuxième, c'est le super projet Identity Malta. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc. Personne connaît? Identity Malta, c'est ce qu'on appelle les passeports à vendre. Alors, il y a tout un tas de cabinets qui vous disent alors aujourd'hui, il faut aussi liquidifier l'identité, hein, il faut avoir plusieurs passeports, c'est vraiment nul d'en avoir qu'un seul. Donc, il en faut plein, et donc, ils sont allés voir tous les gens qui vendent leur nationalité à bas prix, hein, comme Saint-Kitts et Nevis. Attends, je vais vous les sortir, je les ai là. Saint-Kitts et Nevis, il y a qui? Il y a les Barbades, Chypre, Grenade, Antigua et Barbuda, etc., etc. Donc, tous ces juridictions qui sont aussi des paradis fiscaux notoires, hein, en fait, proposent leur passeport à vendre pour ils appellent ça la citoyenneté par investissement. Ça, c'est le nouveau concept. C'est en fait, on devient citoyen parce qu'on investit. Alors, il y a eu des enquêtes dans le monde où ils sont allés voir si les gens habitaient effectivement là où ils étaient domiciliés. Bon, les gens n'étaient pas là, personne ne les avait jamais vus. Voilà, bon. Il y a un business qui s'est créé, et c'est tenu par des cabinets, hein. Il y a un cabinet qui est hyper connu pour ça. Non, je vais quand même vous sortir le nom, parce que c'est toujours intéressant de savoir. C'est le cabinet qui s'appelle Henley Partners, hein, qui a été monté par un Suisse et qui pense qu'il faut absolument que les gens aient plein d'identités différentes, notamment quand on a les moyens de se les payer. Ça, c'est le business.
Eux, ils ont fait 20 millions d'euros en 4 ans. Depuis 2013, le programme, c'est un programme national de l'île de Malte, ça s'appelle Identité Malta. Vous pouvez aller sur le site, c'est super. Si vous voulez vous choper un nouveau passeport, c'est vachement bien. Voilà, donc ça c'est un... Et donc eux, ils le disent, c'est un programme qui est propre et transparent. Tout est toujours hyper propre et transparent là-bas. Voilà, ça c'était le deuxième problème. Et puis après, bon, le truc, c'est évidemment, c'est un bastion de l'optimisation fiscale. Alors, il y avait une journaliste, peut-être vous avez entendu parler d'elle, Daphne Caruana Galizia. Sur les journaux, vous avez sûrement entendu parler de cette journaliste. Cette journaliste, elle a participé à la rédaction de ces Malta Files. Elle a participé à l'agrégation de ses sources. Et puis, elle avait un blog. La journaliste s'est fait assassiner donc le 16 octobre 2017. Alors, quand on y était, c'était l'anniversaire de son assassinat. Donc, il y avait toute la société civile qui était dehors en train de manifester devant le tribunal. Voilà, en train de faire des speeches, etc. Et donc, effectivement, il y a une journaliste qui s'est fait. Donc, ils ont bombé sa voiture, la voiture a explosé. Elle est morte brûlée. Voilà, ce qui fait que ça a poussé les journalistes à continuer d'enquêter, puis à continuer de produire les histoires. Donc, ça a été. Voilà, ces enquêtes ont continué d'être publiées dans des journaux comme Le Monde ou d'autres. Et c'était notamment centralisé par un projet qui s'appelle le Daphne Project. Alors, je vous encourage aussi à aller voir, il y a plein d'histoires intéressantes à lire. Dernière petite chose, il y a les Paradise Papers qui ont mis une couche un petit peu après, toujours un peu sur les mêmes histoires, la citoyenneté, le leasing des yachts. Voilà, tout ça pour ça permet de faire un petit panorama pour voir un peu à quoi on peut s'attendre d'une régulation, d'une législation offerte par Malte sur ce type de choses. Et c'est des choses qui sont à un moment qui résonnent pour nous. On se pose des questions, c'est-à-dire effectivement, il y a une question de la normalisation. La question de la normalisation de la gouvernance que proposent les paradis fiscaux, c'est une question qui pour nous est essentielle parce qu'en ce moment, elle nous paraît finalement grignoter tout doucement. Rentrer un peu dans le... et une des questions qui se pose, c'est si jamais cette utopie des crypto-monnaies avait été à un moment une sorte de bastion pour des utopies un petit peu libertaires, est-ce que cette espèce de nouvelle coexistence, de cette espèce de nouvelle agrégation, ne va pas produire quelque chose d'assez monstrueux parce que la gouvernance qui est proposée derrière, c'est une gouvernance de destruction. La gouvernance qui est proposée par les paradis fiscaux, c'est un système de classe, c'est un système de domination de classe. Donc si on est du bon côté de la fenêtre, alors je ne sais pas, mais généralement on est de l'autre côté et ça se passe assez mal. Donc il y a vraiment quelque chose de ce côté-là. Et après, ça pose aussi ce que je disais tout à l'heure, et ça c'est peut-être pour ouvrir un petit peu pour après. Ça pose un point qui est sémantique, c'est-à-dire il faut peut-être appeler un chat ou il faut peut-être nommer les choses. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire, tant du point de vue de la finance offshore que dans le champ des crypto-monnaies. Ça c'est quelque chose qui me paraît essentiel. C'est un moment où il y a énormément de concepts et de mots qui sont soit inventés, soit réinventés. Voilà. Donc par exemple, ça c'est des discussions qu'on a eues beaucoup avec Alain Deneau, qui est un philosophe canadien avec qui on discute en ce moment. Et effectivement, il y a un problème à parler du contexte législatif maltais comme un cadre légal. C'est quasiment une absurdité de dire ça. Parce que c'est l'inverse. C'est des lois qui sont construites pour faire de la dérégulation. C'est des lois qui sont construites pour détruire les lois. C'est pas... Et donc, c'est ça que je trouve intéressant comme histoire. Parce qu'effectivement, on nous vend le fin mot de cette histoire de communication de l'île de Malte, c'est de nous vendre de la régulation, là où on nous vend de la dérégulation.